Alors, par rapport à tout ce qui s'est dit, merci infiniment d'être là, tous les trois. Par rapport à tout ce qui s'est dit et par rapport à votre compétence, votre expérience, vos savoirs, vos pensées, Françoise Benhamou, peut-être une petite introduction et une petite reprise de certaines thématiques qui ont été abordées. Avant d'aborder le problème, la problématique des publics qui, comme on l'a vu depuis le début de ces débats, avec effectivement Pauline Bell, mais aussi Philippe Schoeller, tout ce qu'ils ont dit, c'est la joie, la jubilation même à pouvoir créer, même dans des conditions matérielles extrêmement difficiles. Et ce qu'ils ont dit aussi, c'est que sans public, ils n'existent pas, quoi. Ils ne continueraient pas. Même si la vie est difficile pour eux, ils ont des publics, même des petits publics. Alors, Françoise. Ce qui m'a frappé aussi, c'est le fait qu'il y ait des lieux nouveaux comme ça, qui peuvent répondre justement, qui peuvent comment dire, entrer dans les interstices de la création et répondre à des besoins qui s'expriment, qui sont très clairs de la part des créateurs. Mais c'est tout à l'heure, on a insisté sur le fait qu'il n'y a pas de théâtre sans public. Et ça, je trouve que c'est un point extrêmement important. Alors, je vous ai apporté un chiffre qui m'a frappé. On peut regarder d'ailleurs le verre à moitié plein ou à moitié vide. Si en Europe, sont allés au théâtre, alors il s'agit des plus de 15 ans, hein, sont allés au théâtre une fois au moins dans l'année, donc 28% des gens dans l'Union européenne, 39% au Royaume-Uni, 30% en Allemagne et 21% en France. Alors je dis à moitié plein ou à moitié vide parce qu'on peut se dire, mais alors c'est désolant, les Français vont passer au théâtre, mais en même temps on peut se dire qu'il y a un potentiel, qu'il y a vraiment, si l'offre se développe comme elle est en train de se développer, avec de nouveaux dialogues entre les disciplines, on en parlera, je pense que Macha en parlera sûrement, eh bien ça permet d'ouvrir à de nouveaux publics et il y a vraiment ce potentiel qui existe. Tout à l'heure d'ailleurs a été évoquée la question des écoles et de l'éducation à la culture. Alors on pourrait se dire là aussi c'est un serpent de mer, mais il y a tant à faire et il me semble que, par exemple, une chose qui n'a jamais été faite, c'est de vraiment mettre les sorties culturelles dans les programmes obligatoires pour les écoles. C'est-à-dire faire vraiment quelque chose qui fasse que les enfants, les jeunes, n'aillent pas une fois au théâtre dans leur vie scolaire, 2 fois quand ils sont très gâtés, mais de manière très fréquente, de telle sorte que ça devienne une expérience familière, ce qui changerait la donne. Donc je crois qu'il y a beaucoup d'espoir dans ce qui se passe aujourd'hui du côté de la culture et aussi beaucoup d'enjeux quand on voit évidemment ce qui se passe dans la rue, puis aussi dans les collèges et dans les universités autour de la culture, parce que cette expérience de théâtre, c'est une expérience culturelle, ça va de soi, mais c'est aussi une expérience sociale, c'est une expérience de socialisation, d'intégration, etc. Et je lisais récemment une étude qui a été faite par un sociologue qui s'appelle Erickson et qui partait du fait qu'il y a peut-être, dans le fait que les salles ne sont pas toujours aussi pleines qu'on le souhaiterait, il y a un déficit peut-être d'information, tout simplement, à la fois de familiarité, mais aussi d'information pour tout un public potentiel. Et les sociologues disent souvent que ce qui est important, c'est la force des liens faibles, c'est-à-dire c'est pas tant les liens forts qu'on a avec notre entourage classique, mais ce sont tous les liens faibles que l'on peut développer au travail ou ailleurs, et c'est là qu'on parle peut-être de culture. Et dans cette enquête, Erickson disait, mais il y a une des difficultés que rencontrent les gens dans leur conversation au travail, c'est que parfois ils hésitent à parler de culture, ils hésitent à parler de leur dernière sortie culturelle parce qu'ils craignent que ce soit un peu comme un message de domination, de domination sociale. Et donc là, je crois qu'il y a un premier défi pour changer à la fois peut-être le visage des publics et élargir les publics, c'est sortir de cela justement, c'est-à-dire arriver à faire venir ces nouveaux publics en leur expliquant que c'est pas une affaire de domination.
Il y a un deuxième défi sur si je peux continuer un tout petit peu, sur les publics, c'est sans doute répondre à une demande de diversité. Ça a été évoqué d'ailleurs par Mélanie, l'idée un des grands projets de la Scala, c'est justement de faire dialoguer les disciplines, de faire du patrimoine et du contemporain. Et cette diversité, elle est extrêmement importante. C'est aussi la diversité des publics. Je suis persuadée qu'une salle diverse, c'est une salle plus joyeuse, c'est une salle plus porteuse de valeurs, mais en même temps, ça aussi, c'est très compliqué, c'est un défi, parce que à la fois les publics veulent de la diversité, mais en même temps, d'une certaine manière, ils aiment l'entre-soi. Et donc là, il y a vraiment un deuxième défi, en quelque sorte, pour les théâtres, et singulièrement pour cette salle. Troisième point, sur les publics, je crois qu'un autre défi, c'est de s'ouvrir aux nouvelles exigences des publics, qui ont énormément changé. Et ces exigences, elles sont doubles. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des exigences qui sont périphériques au spectacle. C'est la sociabilité, c'est le restaurant, c'est le café, c'est l'endroit où on va pouvoir parler, rencontrer des gens, etc. Là. Mais aussi une volonté de participer, d'en être, de pouvoir donner son avis, de pouvoir être prescripteur, de participer comme ça à la vie du théâtre. Et puis, il y a un enjeu qui, lui, est plus interne à la programmation, c'est pouvoir s'identifier à ce qui se fait et en être heureux. Et ça implique de nouveaux dialogues entre les salles et le public. Et construire ces dialogues, c'est pas du tout évident. Ça peut être à travers comme ça des rencontres comme celle-ci. Ça peut être à travers des plateformes. Il y a toutes sortes d'idées à avancer. Et puis mon dernier point, c'est sur l'économie des publics, puisque cette rencontre se fait avec le cercle des économistes. Il y a évidemment un vrai sujet d'évolution de cette économie des publics. Le public est plus volatile, il est plus exigeant. En tous les cas, il cède beaucoup à l'immédiateté et il est parfois attiré par les festivals. C'est pas du tout antinomique de ce que fait une salle, mais ça veut dire que il y a de nouvelles concurrences sans doute. Le public est sollicité par toutes sortes de propositions et l'immédiateté, ça veut dire aussi que le public peut être parfois infidèle. Et donc construire cette fidélité, je crois que c'est vraiment un des enjeux de la Scala. Merci Françoise. Macha, elle a crié, tu as réussi à inventer un nouveau public, des nouveaux publics. Est-ce qu'on peut parler de création de nouveaux publics, de démarche si volontariste tu as réussi à créer 2 nouveaux publics? Alors je me méfierais beaucoup de ce pluriel-là qui m'a toujours interrogée, qui m'a toujours surprise, des publics. Je pense qu'il y a le public. Ça supposerait qu'il y ait des gens qui viennent et que l'on a justement cet entre-soi. Donc moi, j'avais vraiment envie que nous travaillions avec mon équipe, parce qu'on ne fait rien seul au théâtre, pour avoir ce public-là spécifique. Alors évidemment, il faut répondre à une sociologie, même à une topographie. C'est un théâtre dans un endroit précis, là sur un quai, sur le Vieux-Port, dans une ville dont la sociologie est familière maintenant, en raison des dernières circonstances aussi et de ses difficultés. Donc il fallait inventer ce public-là. Alors, pour inventer, c'est comme la diversité dont tu as parlé. La diversité, moi je suis née à Marseille, donc quand je suis arrivée à Paris à 18 ans, on parlait de diversité, je ne comprenais pas, parce que pour moi la diversité c'était mon paysage. Donc je trouvais très étrange que si près, si loin de chez nous, on puisse parler de diversité. C'est la même chose pour les publics. Donc nous, évidemment, à la criée, après avoir s'être dit où sommes-nous et qui sont ceux qui sont autour de nous, avec cette échelle constante du rayonnement national, du rayonnement international s'il le faut, mais aussi dans un lien de proximité, c'est-à-dire que c'est à la fois, la criée est à la fois un théâtre national, entre guillemets, on l'appelle comme ça, nous, là-bas, à Marseille, alors qu'il n'a pas ce statut, c'est un centre dramatique national, mais aussi un théâtre de quartier, notamment parce que les enfants des écoles environnantes viennent tous les mercredis, c'est leur centre aéré. Donc on les voit débouler, ces petits gamins,
Et alors maintenant, ils ont une telle familiarité qu'ils viennent vers moi et me disent, alors, il y a une répétition, là, on peut y aller. C'est-à-dire que désormais, ces enfants-là, où qu'ils se trouvent, quelle que soit la vie, le récit de leur existence, ils chercheront dans n'importe quelle ville où se trouve le théâtre. Voilà, ça c'est une de nos missions. Donc, après, pour revenir à ce public, on l'a constitué en 7 ans. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr tous les outils, il y a une équipe absolument magnifique de relations publiques, et on ne fera jamais suffisamment l'éloge de ces jeunes femmes, de ces jeunes hommes qui travaillent vraiment. On a des services civiques qui viennent nous aider, etc. On travaille, on laboure le terrain. De la prison, en passant par les hôpitaux, en passant par les quartiers difficiles, en passant... Vous ne pouvez pas savoir, c'est un travail constant. Nous, à Marseille, on a une problématique de migrants, de primo-arrivants, de cadars, toutes choses qui résonnent très fort dans notre ville qui s'est constituée sur ces migrations successives. Donc ce travail, là on le fait. Mais il y avait aussi une réflexion d'un décalage. En Centre dramatique national, quand je suis arrivée, j'avais jamais eu cette double casquette d'artiste et de chef d'entreprise d'une certaine façon. On m'a dit, Macha, du théâtre, du théâtre, du théâtre. Alors la première chose à faire, c'est de décaler et de dire du théâtre, mais aussi de la musique, mais aussi du cirque, mais aussi de la danse, mais aussi de la littérature, mais aussi de l'université, des colloques, etc. Donc mais aussi de l'avant-garde, avec des esthétiques absolument, parce qu'on m'a dit, oh là là, vous savez, c'est très intimidant, toutes les esthétiques. Non, Angelica Lidl chez nous, ça marche très bien maintenant. Et je pense que simplement, il faut l'accompagnement, c'est-à-dire qu'il faut dire au public, non, vous êtes suffisamment intelligent, mais surtout, on va vous accompagner parce que nous-mêmes, on l'a été. On n'est pas allé vers ces esthétiques-là, comme ça, par l'opération du Saint-Esprit. Il faut de l'initiation, comme en peinture, etc. Non, justement, pas d'esprit de domination. Donc, un grand accompagnement, et moi j'ai appelé ça les avant-gardes, pour que, voilà, du Zérep ou des gens absolument mis de Varlop, tous ces gens-là ont leur place à la criée, mais on accompagne le public. Et puis, justement, la fréquentation, c'est casser l'intimidation, c'est-à-dire qu'après tout, il y a des familles qui viennent pour voir le cirque. C'est bien de voir le cirque. D'abord, moi j'aime beaucoup ces artistes-là, on a beaucoup à apprendre d'eux, nous, les théâtreux, dans leur engagement. Et puis après, du coup, il y a une espèce de porosité. On est dans la maison. Et on sent qu'après tout, il y a des spectacles, on feuillette les brochures. Et après, je voudrais, évidemment, donc tous ces outils-là sont là, les réseaux, la communication, bien sûr. Alors là, attention, déjà aussi, je pense qu'il faut, surtout à Marseille, une part symbolique. C'est une ville grecque, c'est une ville archaïque, profonde, tourmentée. Et donc, je pense aux gestes symboliques les tout à fait minuscules comme les plus grands. Et notamment dans la communication, le fait de faire une brochure que j'ai dans mon sac, là-bas, que je pourrais vous montrer. Je voulais la prendre, et puis dans ma précipitation, je ne l'ai pas prise. Cette brochure, je la voulais vraiment comme un premier geste artistique sur les supports pauvres. Moi, je crois beaucoup. J'ai des amis qui sont devenus conservateurs de musées parce qu'ils avaient collectionné des cartes postales dans leur enfance et qui avaient une promesse. Donc, moi, je crois beaucoup. Donc, on fait une brochure qui est, même si vous ne parliez pas le français, vous pourriez trouver une histoire d'image. Donc, la symbolique aussi, c'est que la Criée est devenue une maison de théâtre. Donc, vous pouvez pousser la porte, il y a toute une part gratuite. D'ailleurs, je suis très émue de voir qu'il y a un lien entre la Scala en ce moment même et la Criée, puisque nous avons une exposition Richard Peluzzi. Donc, voilà. Celui qui a inventé ce bleu, cet endroit magnifique, on se sent si bien, eh bien, nous l'honorons, nous le célébrons dans le hall de la Criée, parce qu'on a 4 lieux artistiques, et non pas seulement des salles de spectacle. On a aussi donc, le nouveau hall avec des expositions gratuites, vous poussez la porte et vous entrez. Un restaurant, bien sûr, c'est très important, les nourritures terrestres. Et puis la fabrique est une espèce de vaste atelier dans lequel je travaille, et où se rencontrent les accessoires, les costumes, les objets, les maquettes, les images, parce qu'on fabrique tout à la maison. Et c'est un lieu aussi où les personnes qui travaillent dans les bureaux, qui viennent me voir, il y a là des conversations très particulières, précisément parce qu'on quitte le bureau et qu'on est confronté à la force des objets. Bien sûr, il y a le plateau aussi, c'est la force vive d'un théâtre.
Et je vous dis ça parce que ça a à voir avec le public. Parce que dans la symbolique, c'est de dire il faut ouvrir le théâtre. Et donc, on n'est pas les seuls. Mais c'est tellement important de trouver ce chemin-là par l'autre porte. C'est-à-dire de monter à la fabrique, de voir... D'ailleurs, les enfants qui viennent tous les mercredis me disent... Alors, parce qu'en ce moment, elle est fermée, il y a des travaux pour encore quelques semaines. Ils me disent, mais alors, on ne peut pas aller voir les animaux empaillés là-haut. Donc, cette circulation des choses, les coulisses, le fait d'entrer... par l'autre porte pour le public, je vous assure que ça fabrique un public très fort. Et moi, j'insiste beaucoup auprès de ce public pour leur dire, le théâtre, ça se fabrique, ça se prémédite. Ce sont des maisons de préméditation poétique, mais ce sont aussi des maisons de fabrication avec une chaîne de compétences incroyable. Les métiers du théâtre, c'est encore une chaîne incroyable et le public ressent cela et quand il s'assoit dans la salle, parce qu'il a entendu un concert, parce qu'il a vu un spectacle de cirque, parce qu'il a vu de la danse, et l'éloge de la danse ne sera jamais assez grande, on ne fera jamais un éloge assez grand de la danse parce que c'est l'architecture de l'espace et que nous, au théâtre, on a besoin que le public sache regarder ça pour savoir nous regarder aussi. Donc, cette fréquentation, ça fait un public extrêmement curieux et maintenant demandeur d'étonnement. Voilà. Après, on n'a pas tout résolu, hein. Loin de là. On a encore beaucoup de travail à faire pour des publics qui ne s'arrogent pas encore le droit de pousser la porte. On travaille tous les jours à ça. Mais j'y crois comme d'une utopie absolue et nécessaire et fervente, et encore plus aujourd'hui, où les valeurs risquent d'être piétinées ici ou là. Ce matin, j'étais encore à Marseille et on réfléchissait à ça. C'était curieux de se dire il faut fermer les théâtres et il faut fermer les musées demain. Donc voilà, redoublons de vaillance, accueillons et proposons des artistes exigeants, magnifiques, éblouissants. Merci beaucoup, Masha. Alors, Giuseppe? Moi, j'aimerais juste évoquer un peu la relation qu'on peut faire, l'analogie entre le théâtre et le numérique, le digital, Internet, par rapport à cette question de nouveau public. Je parle à la régulatrice, hein, ma voisine, mais le théâtre comme Internet, la ressource n'est pas rare. N'importe qui peut ouvrir un théâtre, n'importe qui peut lancer un site Internet, aller chercher son public. À la différence de la télévision ou de la radio, où cette ressource, hein, l'autorisation d'émettre est nécessaire. Et c'est comme ça que sur Internet, on arrive à avoir une donnée très précise pour connaître les habitudes, les usages, et malgré ça, à la différence, encore une fois, de la radio, de la télévision, on procède par échantillon, par sondage. Sur Internet, on a à l'heure dite exactement toute l'information sur la fréquentation, l'utilisation qui est faite d'un contenu. Et au théâtre, quelque part, c'est la même approche, puisqu'on sait très bien, en termes de fréquentation, au niveau du guichet, combien de gens vont venir et comment la salle sera remplie. Ça ne ment pas. Et aujourd'hui, je fais un parallèle un peu long, hein, mais aujourd'hui, ce qui est essentiel pour aller chercher ces publics, et c'est pour ça que le théâtre doit peut-être s'inspirer de ce que Internet aujourd'hui apporte, c'est par vagues concentriques pour essayer d'aller toujours plus près dans la connaissance de son public, de répondre à ses attentes. Aujourd'hui, vous prenez le métro, plus personne ne lit le journal. Tout le monde est sur son portable et sur Internet. Ça me fait penser à la radio au milieu des années 2000, où on pensait que la radio était un média assez dépassé. Les routiers écoutaient la radio, les gens dans les bouchons. Et puis tout d'un coup, il y a eu des gens, YouTube, Dailymotion,
Dailymotion, qui ont eu l'idée avec ces radios de mettre des caméras dans les studios, et on a dit « Ah, j'ai vu Stéphane Dion », on ne disait plus « J'ai entendu Stéphane Dion », j'ai entendu Nicolas Demorand, mais surtout je l'ai vu prendre à partie tel ou tel homme politique. Et c'est cette deuxième vie que permet le numérique, et je suis persuadé que le théâtre peut bénéficier complètement de l'apport que peut représenter le numérique. L'exemple que j'aimerais citer, c'est celui de la Scala, où au départ, juste avant le lancement, certains conseillaient à la Scala d'acheter des campagnes de publicité sur Télérama, sur Le Monde, pour aller chercher un public soi-disant fervent de ce type de spectacle. Mais la vraie réussite de la Scala, c'est être descendu dans l'arène, sur les réseaux sociaux, produire des contenus ad hoc, s'inspirant de ces spectacles pour montrer au nouveau public, montrer à cette nouvelle génération qui s'informe via sa communauté, qui n'a plus forcément confiance dans les médias existants en termes de prescription, mais plutôt de ce que, autour de soi, dans la vraie vie ou en tous les cas sur les réseaux sociaux, les gens peuvent conseiller. Et c'est cette démarche qu'a faite la Scala, pour moi, qui est assez novatrice et en tous les cas qui va dans le bon sens, parce que le public de demain et de la Scala, du théâtre en général, est déjà sur les réseaux sociaux. Alors, merci beaucoup à vous trois. On me dit que la technique doit prendre le plateau là, pour le préparer pour le spectacle qui aura lieu tout à l'heure, qui s'appelle Kiss and Cry, de Michel-Anne Demey. Et on me dit qu'il n'y a qu'une seule question de possible pour conclure, je n'ose pas employer ce terme, ce débat très riche en force de proposition. Donc, qui se sacrifie pour poser l'unique et dernière question ? Je reviens sur l'exemple que vous nous avez donné à la Criée de l'accueil des jeunes publics, de l'accueil des écoles. Il existe en France beaucoup d'initiatives de ce genre, aussi bien dans le théâtre que dans la musique, à l'opéra même. Je ne sais pas s'il existe, si quelqu'un s'est jamais préoccupé de faire un petit peu la moisson de ces initiatives, d'en faire la collecte pour comprendre ce que sont, au fond, ce qu'en est la typologie. On parle constamment, si vous voulez, de la nécessité de lien entre l'école et le monde de la culture, le monde de l'art. Il y a beaucoup d'initiatives. On sait quand même que, globalement, il y a un contraste, si vous voulez, entre la qualité de ces initiatives et peut-être leur nombre, et le fait que quand même, qui veut s'intéresser à la chose, si vous voulez, il n'y a pas de bureau pour trouver comment ça marche. Ça n'existe pas. Chacun va à la pêche, fait comme il peut, fait comme il veut. Est-ce qu'il serait opportun qu'il existe, au fond, une espèce d'analyse, de synthèse, si vous voulez, sur ce que sont ces actions faites par vous-même, par d'autres théâtres, afin que ceux qui veulent s'en inspirer pour les développer, si vous voulez, pour les développer ailleurs, puissent le faire. Nous, bien sûr, à la Criée, on a produit un document, c'est le service des relations publiques, qui est assez explicite, qui est une véritable analyse économique des publics, et on voit très bien le mouvement, on voit très bien que nous les conservons, que quand on les accueille, en 7 ans, on voit l'évolution, mais en même temps, vous savez, il y a la part poétique qui revient à chacun, c'est-à-dire pour chaque spectateur et spectatrice, qu'est-ce qu'ils emportent de ce qu'ils ont reçu, qu'est-ce qu'ils laissent, quelle est la traçabilité poétique des choses. C'est pour ça que ça appartient à chacun et à chacune. En revanche, le fait de venir, de trouver le chemin du théâtre, ça c'est très concret. Donc moi, la rêverie, ça c'est l'autre partie de ma vie. Et voilà, ça me hante. Comment sont-ils partis? Avec quoi?
En revanche, il y a vraiment des techniques pour aller chercher le public, des chemins. Et je crois beaucoup, je vous dis, à la topographie, je crois beaucoup au désir, à la maison-théâtre désirable. Y être reçu, y être accueilli, s'y sentir bien, y avoir sa place, et se l'approprier. Et ça, vous savez, ça passe bien sûr par du discours, mais très souvent, on a des enfants qui commencent à peine à parler le français. Hein. Mais la beauté, ça compte. Ici, c'est dessiné par Richard Peduzzi. La Criée a été dessinée récemment par Jean-Michel Villemotte. Et comme je hais la culture de la misère, la culture de la... Je pense qu'il faut, par la beauté aussi, voilà, ça c'est un des ressorts, la topographie, la beauté, le meilleur, la part plastique du théâtre, la part plastique de l'accueil, c'est très important. Donc nous avons besoin, dès la porte et sur le quai déjà, de gestes artistiques, et dans les moindres choses et dans les grandes choses. Merci infiniment à tous les participants, merci infiniment aussi au public. Je crois que nous n'avons fait qu'effleurer des questions très importantes et qu'il faudra d'autres débats pour que se réinvente un rapport au théâtre. Moi, je voudrais terminer sur ce que tu as dit tout à l'heure, Macha. Je voulais aller au théâtre, comme tous les soirs, demain, et j'en suis au 8e théâtre qui me répond que non, hélas, c'est fermé. Tu nous as annoncé que ton théâtre aussi serait fermé. Non ? Ah ben, c'est une bonne nouvelle, parce que je ne comprends pas. On n'est pas en état d'urgence, que je sache. Pourquoi on ferme les lieux où on pourrait être accueilli ? Qu'est-ce que ça signifie ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une question que je me pose. Donc à Marseille, la Criée est ouverte. Je prendrai le TGV.